Quels sont les écueils qu'un enseignant de FLE doit éviter quand il fait cours? Un des écueils pour l'enseignant, c'est de se dire, voilà, je garde vraiment les principes qu'on m'a inculqués, enseignés quand j'étais à l'université. Un autre écueil, c'est d'avoir ces classeurs ou ces fichiers tout faits à la maison. C'est très tentant, hein, et de se dire, voilà, je prends en main une classe de niveau B1, allez, je pioche dans mes classeurs et puis ça va bien fonctionner. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment adapter ces cours en fonction des apprenants qu'on a en face de soi pour que ça fonctionne au mieux. C'est pour ça que vous parlez toujours d'un projet d'enseignement. La notion de projet d'enseignement, elle est importante. Elle est articulée avec le projet de l'apprenant et puis elle débouche aussi sur ce qu'on entend souvent en fait de manière commune dans les salles d'enseignants sur des projets qu'on peut mener en classe de FLE si on est très ambitieux ou bien sur des tâches finales qui permettent de mobiliser tous les savoirs qui auront été enseignés. Quelle relation l'enseignant doit entretenir avec le manuel? Est-ce qu'il doit le prendre tel quel ou alors il doit justement le considérer juste comme un support? C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on voit de plus en plus sur le marché éditorial des manuels qui mettent en place véritablement la perspective actionnelle, qui sont fondés sur des tâches qui sont annoncées dès le début de l'unité d'enseignement et qui proposent tous les savoirs, savoir-faire et connaissances à acquérir pour pouvoir accomplir la tâche. C'est un grand progrès réalisé. Est-ce que pour autant, en tant qu'enseignant, on peut prendre même un tel manuel actuel et le mobiliser dans la classe? Vous vous doutez bien que la réponse est non, puisque justement, on a en face de soi des apprenants qui ne vont pas forcément accrocher à la tâche finale. Donc on peut utiliser les supports qui sont proposés, mettre en place les activités, mais parfois, il faudra modifier la tâche finale. Vous voyez, un exemple que l'on rencontre depuis quelques années à l'Université de Lille, où nous accueillons dans nos classes des apprenants internationaux et des apprenants, des étudiants en exil, on voit qu'il faut s'adapter dans ce choix des tâches finales. On ne peut pas demander à un apprenant en exil de raconter ses dernières vacances. Bien sûr. Vous insistez aussi plus sur l'acquisition d'un savoir-faire que celle de connaissances. Pourquoi ? Les deux sont étroitement liés, il faut le dire. Vous voyez, ça c'est un point important sur lequel nous insistons encore davantage dans l'édition qui va paraître, c'est la bonne connaissance du cadre européen. Maintenant, vous voyez, 20 ans après sa parution, tout le monde connaît bien les niveaux. Sur la question de compétences, il y a parfois encore quelques flottements. J'entends encore trop souvent parler des 4 compétences, chères à l'approche communicative. Et maintenant, j'ai décidé d'entrer en lutte, vraiment, pour préciser les termes. Je me dis, si un enseignant utilise ce terme-là, c'est qu'il n'a pas bien cerné, en fait, la démarche et la philosophie qui est le fondement du cadre européen, où on prend en compte les composantes linguistiques, sociolinguistiques, pragmatiques de la compétence à communiquer langagièrement, mais également, comme vous le disiez, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être qui vont moduler le savoir-apprendre de l'apprenant.